Et c'est maintenant le moment, comme je vous l'avais promis, d'une séance, d'une conférence plutôt dédiée aux plus jeunes, que va nous donner Elisabeth Vangioni. Alors Elisabeth Vangioni travaille à l'IAP depuis de nombreuses années. Tu es une astrophysicienne spécialiste d'astrophysique nucléaire et des hautes énergies. Je ne me vois pas, donc je ne sais pas si on te voit. Et tu as en particulier étudié avant tout les premiers atomes de l'univers et comment ils ont été formés et comment ils sont apparus peu de temps juste après le Big Bang. Elisabeth, tu es aussi une spécialiste de la diffusion des connaissances. Tu t'impliques depuis de très nombreuses années pour la diffusion des connaissances. C'est grâce à toi que nous avons cette fête de la science aujourd'hui, mais aussi toutes les années précédentes depuis longtemps. C'est grâce à toi, à tes efforts, entre autres, que l'IAP est présent dans le domaine de la diffusion des connaissances et permet à tous nos chercheurs d'expliquer au mieux, de partager leur passion. C'est grâce à toi que nous avons eu ces nuits blanches l'année dernière et cette année encore. Et c'est aussi grâce à toi que nous pouvons communiquer nos résultats aux plus jeunes, car chaque année, tu nous proposes des conférences, ce voyage dans l'univers, qui est vraiment dédié, disons, à partir de 8 ans. Oh, on va voir. On va voir, on va voir. Tu étais encore cette semaine à visiter de nombreuses écoles. Encore une fois, cette année, nous n'avons pas pu accueillir des écoles à l'IAP comme on le faisait. L'année dernière, nous avions jusqu'à 80 classes. Cette année, on a organisé des visites grâce à Alain Riazulo qui a coordonné tout cela et à Elisabeth et d'autres chercheurs qui ont été volontaires pour aller se déplacer dans les écoles en région parisienne et expliquer un peu les travaux des astronomes. Écoute, après cette présentation, je te laisse la parole. Je rappelle encore aux plus petits qu'ils peuvent écrire leurs questions dans le chat ou demander à leurs parents d'écrire leurs questions dans le chat. Et Elisabeth se fera un plaisir d'y répondre à la fin de cette présentation. À toi. Merci beaucoup, Karim. Bonjour à tous. C'est une première pour nous, effectivement, de faire la fête de la science devant un amphithéâtre vide, sans petits-enfants. Si j'ai 2 petits-enfants de choix là, qui sont là devant moi, mais c'est tout. D'habitude, les années précédentes, nous avons des centaines de personnes qui viennent à l'Institut. C'est très familial et donc nous organisons beaucoup de manifestations pédagogiques pour les petits. Donc cette année, on se contente d'une conférence dite junior. Alors, Karim disait quelle tranche d'âge, c'était ça qui était difficile pour moi parce que je devais faire un discours pour le plus grand nombre. Alors, je vais dire peut-être entre 6 ans et 10 ans, mais après tout, on accepte vraiment tout le monde va pouvoir m'écouter. C'est une expérience un petit peu particulière, donc lorsque je n'ai pas d'enfant, il faut avoir des transparents un peu communs. Je vais avoir des petits de 6 ans qui apprennent tout juste à écrire, à lire, donc j'ai mis très peu de texte sur l'exposé que je vais faire. Et puis, bien sûr, après, si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Alors, bonjour tous les petits astronomes en herbe de France et de Navarre. L'Institut d'astrophysique de Paris est un des plus grands laboratoires de recherche en astronomie et astrophysique en France. Vous voyez le bâtiment, la photo du bâtiment qui est ici. Astronomie, finalement, l'astronomie, j'ai envie de dire que c'est la science la plus ancienne, finalement, parce que dès que les Homo sapiens ont levé le nez vers le ciel, ont vu des points lumineux, ont vu cette grosse boule qu'est la Lune. En journée, quand ils regardaient le ciel et qu'il faisait beau, il y avait cette grosse boule jaune. Bon, on pouvait se poser des questions. Donc c'est comme ça qu'est née un petit peu cette science de l'astronomie.
Et en quoi consiste le métier d'astronome? Eh bien, c'est d'étudier les planètes, vous avez le mot qui est écrit ici, les étoiles et les galaxies. Beaucoup d'autres choses, évidemment, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on va se contenter de ces trois composantes. Alors, il y a le mot astrophysique qui est souvent utilisé, puisque ici, nous sommes à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est un mot différent que d'astronomie. On connaît souvent le mot astronomie, mais qu'est-ce que c'est l'astrophysique? L'astrophysique, c'est le mariage entre l'astronomie et la physique. Donc, les astrophysiciens ont pour métier d'étudier la nature physique de l'univers et d'essayer de comprendre les lois qui régissent notre univers. Donc c'est un mariage entre l'astronomie et la physique. Il y a aussi des mathématiques. Pour ceux qui en feront peut-être leur métier plus tard, il faut avoir des connaissances un petit peu dans tous ces domaines. Alors, on va commencer par les observations, parce que l'astronome, c'est d'abord un observateur. Et le premier outil astronomique, eh bien, c'est votre œil. Vous pouvez être un astronome en herbe, déjà avec votre œil. Les Homo sapiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, observaient le ciel le soir ou le matin, et puis ils se posaient des questions. Ils avaient une intelligence comme vous et moi, et finalement, notre œil est capable de distinguer beaucoup de choses dans le ciel, et c'est un instrument astronomique qui n'est pas ridicule. Alors après, évidemment, les hommes ont fait des progrès avec des lunettes. Alors là, vous voyez les premières lunettes. Ce monsieur s'appelle Galilée. C'est un très grand savant de l'époque de la Renaissance. Il est italien. Il commençait à y avoir des échanges en Europe et il a adapté finalement des développements qui étaient en Hollande. Il a développé ce qu'on appelle aujourd'hui la lunette de Galilée. Ce sont des sortes de grandes longues vues. Et grâce à ces lunettes, il a pu faire déjà beaucoup de progrès à cette époque et on peut dire qu'on est rentré un peu dans l'astronomie moderne à partir de ce moment-là. Alors Galilée était à la fois un mathématicien, un physicien et un astronome. Donc voilà, les lunettes de Galilée nous ont fait commencer à faire des progrès considérables dans l'observation du ciel. Alors il y a un autre grand savant dont j'aimerais que vous reteniez le nom, c'est M. Isaac Newton, un grand savant anglais qui lui a développé un instrument, je dirais un peu cousin germain de la lunette, on appelle ça un télescope. Différence entre lunettes et télescope, on ne peut pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Dans les lunettes, il n'y a que des lentilles, c'est-à-dire des bouts de verre qui sont intelligemment installés. Et dans les télescopes, on ajoute, disons, un miroir, comme on a des miroirs aujourd'hui, comme je vais vous le montrer avec les plus grands télescopes, qui améliorent le cheminement de la lumière pour pouvoir observer le ciel. Alors, on verra tout à l'heure que M. Newton n'est pas seulement l'inventeur du télescope, mais c'est un des plus grands savant que l'humanité ait connu. Il a développé, il a inventé, postulé la force de gravitation universelle dont on dira un petit mot tout à l'heure. Elisabeth, voilà. Il utilise la souris parce qu'on ne voit pas avec le bras. Oui, mais je montre avec. Ça ne marche pas? On ne voit pas? D'accord, d'accord. Alors, ça sera peut-être l'occasion, je le dis aux parents qui sont peut-être à côté des enfants, de faire un petit peu de vocabulaire, lunettes, télescope, étoiles, galaxies, tout ça à noter et à vérifier. Alors, on va commencer par l'observation. Donc, premier but d'un astronome en herbe, c'est d'aller observer le ciel, que ce soit au sol ou bien dans l'espace. Alors au sol, on a déjà vu qu'il y avait des lunettes, des télescopes, et puis depuis les années 1950 en gros, mais c'est assez récent pour l'histoire des hommes. Regardez, ça fait 70 ans, alors vous n'étiez pas nés, les enfants. Mais bon, 70 ans, c'est pas très long. Nous avons commencé à envoyer des engins dans l'espace, des satellites artificiels. Et ces satellites étaient lancés par des fusées, sont lancés par des fusées, ou on dit aussi des lanceurs. Donc là, vous voyez un exemple d'une fusée qui va partir avec beaucoup de puissance dans l'espace pour envoyer des satellites artificiels comme ceux que je viens que je montre sur ce transparent. Alors observer l'univers, c'est très bien, mais on ne va pas observer pour le plaisir d'observer. Un être humain observe parce qu'il a envie de comprendre
la nature, de comprendre ce qu'il y a autour de lui. Et on observe, mais le but, c'est bien de comprendre ce qui se passe dans le cosmos. Alors, en général, quand j'ai plein d'enfants autour de moi, je leur demande qui est ce personnage, tout le monde le connaît, hein, c'est Géo Trouve-Tout, une petite vedette de Disney. Alors avec Géo Trouve-Tout, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cet univers. Alors, je vous ai montré un petit peu les premiers instruments, les lunettes, les télescopes. Je vais vous montrer maintenant les observations au sol que l'on fait en 2021 avec les instruments les plus performants qui existent. Le premier que je vais vous présenter, c'est un télescope, en fait 4 télescopes, de 8 mètres de diamètre chacun. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans votre pièce aujourd'hui. Galilée avait des lunettes qui étaient grosses comme ça. Et puis alors maintenant, nous travaillons avec des télescopes de 8 mètres de diamètre. Imaginez un miroir qui fait 8 mètres de diamètre. Vous êtes dans votre salon, vous ne pourriez certainement pas mettre ce miroir dans votre salon. C'est très très grand. Ce grand observatoire est européen. On appelle ça le Very Large Telescope, très grand télescope, qui se trouve au Chili. Alors pour vous aider, je vous ai mis une petite carte ici du monde. Alors bon, regardez la flèche bleue, hein, nous sommes en France. Hein. Alors peut-être que d'autres personnes regardent par le monde, mais enfin je pense que c'est surtout des petits astronomes français qui nous regardent aujourd'hui. Et puis ce télescope, ce réseau de télescopes se trouve au Chili, en Amérique du Sud. Alors, un deuxième réseau de télescopes, ça se trouve, comme je l'ai montré ici, à Hawaï. Alors, c'est en plein océan Pacifique. C'est un couple de télescopes américains. Alors, cette fois-ci, à l'intérieur de ces jolies coupoles, vous avez un miroir de 10 mètres de diamètre. Alors, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'absolument gigantesque et ce sont ces instruments les plus performants que l'on utilise aujourd'hui. Alors, Kumiko, si vous l'avez entendu, les petits jeunes sont peut-être déjà là tout à l'heure, parler de radioastronomie. Alors, lorsque l'on observe la lumière sont des petits grains de photons qui peuvent être plus ou moins énergétiques. Alors nous, on connaît les photons visibles, ce que l'on voit avec nos yeux, avec les télescopes. Et puis, il y a aussi des radiotélescopes, et vous voyez, ce sont ces grandes antennes ici que l'on voit, qui recueillent aussi des informations du ciel par des photons dits radio, qui sont un petit peu moins énergétiques que ce que notre œil voit, mais qui sont extrêmement utiles parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses sur l'univers. Alors là, c'est aussi un ensemble européen qu'on appelle ALMA. Il y a 64 antennes, c'est très 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 grand. Ça se trouve aussi au Chili, vous voyez. Ici, je vous montre le petit point rouge. Et ce réseau de radiotélescopes permet d'étudier l'univers, un peu, je dirais l'univers un peu froid, en l'occurrence. Alors ça, ce sont les observations que l'on peut faire au sol. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 70 ans, on est capable d'envoyer des engins dans l'espace et on peut observer l'univers de l'espace. Alors l'avantage, alors souvent je pose les questions aux enfants, mais ils savent souvent me répondre, pourquoi être allé dans l'espace et non pas être resté sagement sur Terre pour observer le ciel? Eh bien, vous devez savoir que nous sommes entourés d'une atmosphère, vous êtes en train de respirer, là vous respirez de l'air, et cet air représente l'atmosphère, cette couche qui est autour de la Terre. Alors elle nous protège pour plein de choses, mais lorsque les informations, la lumière nous vient du ciel, quelquefois cette atmosphère absorbe et empêche toute la lumière d'arriver au sol. Donc, quelquefois, il y a des rayonnements qu'on ne peut pas bien observer au sol et on a besoin de s'affranchir de cette atmosphère pour mieux observer le ciel. Alors, on a donc développé depuis quelques dizaines d'années des lanceurs. Ici, nous avons notre lanceur européen qui s'appelle la fusée Ariane. Tout ça, je vous donne ces mots-là, c'est du vocabulaire qui serait bon que vous intégriez. Et Ariane est lancée à partir de Kourou, qui se trouve en Guyane. Là, je vous ai montré toujours la carte. Vous voyez, c'est au nord de l'Amérique du Sud.
Donc, grâce à cette fusée Ariane, ce lanceur européen, on est capable, et d'autres pays bien sûr ont d'autres lanceurs, d'envoyer beaucoup de satellites artificiels dans le ciel. Alors par exemple, vous avez là, alors je vous ai donné tout un tas d'exemples, il y en a vraiment beaucoup. Khéops a pour but d'étudier les planètes qui sont en dehors du système solaire. On va faire le voyage tout à l'heure, mais on verra qu'il y a d'autres planètes que nos propres planètes du système solaire, et Khéops va étudier ces planètes. Vous avez par exemple le satellite ExoMars, donc ça c'est un projet, comme son nom l'indique, qui va étudier la planète Mars. Alors, Solar Orbiter, ça c'est un nom on comprend, ça va étudier le Soleil. Et puis, des projets comme Herschel, Planck, Euclide, qui sont des noms de grands savants depuis anciens et plus récents. Alors, par exemple, Herschel va étudier les galaxies. Euclide va être lancé on espère très prochainement, va étudier, disons que l'univers à très 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 grande échelle. Et puis Planck, qui a été un des projets phares de l'Institut d'astrophysique de Paris, a étudié les photons les plus vieux qu'on puisse observer dans l'univers. Et Euclide est aussi le grand projet de l'IAP pour les années qui viennent. Alors, on a parlé des instruments, que ce soit au sol et dans l'espace, qui existent, mais bien sûr, les astronomes ont toujours beaucoup d'idées, il y a toujours beaucoup de projets pour créer des nouveaux instruments ou des nouveaux observatoires. Et là, je vous montre le futur, qui est un futur européen. Alors, ça s'appelle Extremely Large Telescope, le télescope extrêmement grand, ELT. Et là, ça devient du gigantisme. Je vous ai parlé des miroirs que nous avons jusqu'à présent qui sont de 8 mètres de diamètre. Là, notre projet, c'est d'ailleurs en construction, un miroir qui va faire 40 mètres de diamètre. Il ne faut pas vous imaginer la taille immense de ce récepteur. Il va être aussi installé au Chili, tout comme ses petits frères. Alors là, je vous montre des images. C'est assez curieux. Je pense que tout le monde connaît l'Arc de Triomphe qui se trouve à Paris. Et regardez l'Arc de Triomphe par rapport aux 4 télescope dont j'ai parlé tout à l'heure, le Very Large Telescope, et puis ce monstre qui est en train d'être construit. Vous voyez à quel point il est très grand. Et là, vous avez une autre image de notre arc avec ce futur télescope qui permettra d'observer les objets les plus lointains de l'univers avec beaucoup de précision. Donc c'est un projet très ambitieux qui nous permettra certainement de faire de très très grands progrès dans le futur. Alors là, je vais vous montrer un petit film qui est un projet qui s'appelle le projet SVOM. Donc là, c'est comme un dessin animé. On est en train de voir une très grosse étoile qui évolue et qui va finir par exploser en supernova en émettant des rayonnements extrêmement puissants. On appelle ça des rayonnements gamma, des rayonnements très très puissants. Et ce satellite SVOM a pour but justement de détecter les lumières les plus énergétiques de l'univers. Alors vous voyez notre petit satellite là est en train de tourner autour de la Terre. Donc on vous explique que ce satellite sera disponible pour détecter dès qu'une étoile va exploser comme celle-ci, là vous voyez ce petit point rouge, SVOM va le détecter. Il va engranger les coordonnées dans l'espace de cette explosion, et dès qu'il aura les coordonnées, il va tout de suite les envoyer sur Terre. C'est ce que l'on va voir ici. Il va envoyer toutes les informations dans les grands observatoires de la Terre, et à ce moment-là, il y aura un travail commun entre ce que va observer le satellite SVOM dans l'espace et les observatoires comme on le voit ici. Là, on voit un télescope qui va pointer sur l'objet qui vient d'exploser, et on pourra avoir des informations complémentaires sur cet événement violent qui se sera produit dans l'univers entre le satellite SVOM et puis les télescopes qui seront sur Terre. Donc c'est un satellite qui va observer les événements les plus violents de l'univers.
Et si tout va bien, il devrait être lancé d'ici 2 ans dans l'espace. Et pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Kumiko tout à l'heure, c'est aussi un projet franco-chinois qui est là depuis plus de 20 ans. Hein. C'est toujours très long pour développer des projets comme celui-ci. Alors voilà, donc ça c'est un petit peu les ambitions, que ce soit au sol et dans l'espace. Et vous voyez qu'on a besoin de vous parce que tout ça prend du temps, de l'énergie, donc on a besoin d'avoir des vocations d'astronomes dès maintenant pour pouvoir ensuite explorer les résultats de ces futurs instruments. Alors maintenant que vous avez vu, les enfants, qu'on a besoin d'observer le ciel, au sol, dans l'espace, avec des instruments de plus en plus sophistiqués, et grâce à ces instruments, les astronomes et les astrophysiciens sont capables d'aller explorer l'univers et d'aller en étudier les composantes. Alors moi, je vous propose de prendre la navette spatiale. On voit une image ici du satellite Hubble sur la navette spatiale qui est en train d'observer le cosmos. Moi, je vous propose par l'imagination de prendre une navette spatiale et d'aller explorer ensemble l'univers. Par l'imagination, bien sûr, mais vous allez voir, on va voir, allez, on s'en va, on prend cette navette et on va aller observer l'univers. Alors, on va aller du plus proche au plus lointain. Le plus proche, vous savez ce que c'est, le plus proche c'est la Terre, c'est notre planète, nous vivons dessus, nous sommes dessus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous reconnaissez là? Vous reconnaissez Madagascar, ça c'est l'Afrique, tout ce qui est bleu, ben, ce sont les océans, tout ce qui est blanc, ce sont les nuages. Voilà, notre Terre, c'est notre planète. Alors, la Terre a un petit satellite naturel qu'on appelle la Lune. Tout à l'heure, je vous ai parlé de satellites artificiels. Voilà encore l'occasion de faire du vocabulaire. Artificiel, ce qui est conçu par l'homme, ce qui est fabriqué par l'homme, mais il existe des satellites naturels dans le cosmos et qui est arrivé en même temps que la Terre. Hein. Le petit couple Terre-Lune est arrivé il y a environ à peu près 4,5 milliards d'années. Et voilà notre petit satellite naturel qu'on appelle la Lune. Alors vous voyez ici, j'ai déjà mis une petite image, on voit des jambes d'un astronaute qui est en train de trafiquer un petit peu le sol de la Lune. Effectivement, vous n'étiez pas encore né, mais en 1969, des hommes ont mis pour la première fois le pied sur la Lune. Il y a une mission, on appelait ça les missions Apollo, qui sont parties de la Terre et puis qui sont allées autour de la Lune et certains se sont posés pour faire des explorations. Alors vous voyez là des petits instruments, vous voyez un astronaute qui est en train de travailler, vous voyez encore une image ici. Alors quand vous êtes sur Terre et que vous voyez la belle Lune, le soir vous dites « Oh, quel joli clair de Lune, comme c'est romantique, comme c'est joli ». Mais imaginez si vous aviez le pied sur la Lune et vous verriez exactement l'image qui est ici et on pourrait dire « Oh, quel joli clair de Terre ». Alors, là, il y a quelque chose qui est intriguant, tout de même. Regardez, là, le ciel est très, très noir. Et puis, regardez le sol de la Lune. Vous voyez bien une ombre. En général, lorsqu'il y a une ombre sur Terre, ça veut dire que le soleil est là et qu'il fait jour. Alors, c'est assez bizarre parce qu'il y a une ombre, donc ça veut dire que le soleil est là, puis on voit là, voilà, puis on voit un ciel qui est tout noir. Alors, comment ça se fait ? Comment ça se fait? Pourquoi c'est si différent que sur Terre? La réponse est simple. Encore une fois, c'est une histoire d'atmosphère. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'atmosphère de la Terre, qui nous protège pour certains rayonnements. Et lorsque la lumière provient de l'espace, toute cette lumière est diffusée par le gaz qui constitue notre atmosphère, et du coup nous avons cette impression de clarté, hein, il fait jour ou il fait nuit. Eh bien, il se trouve que la Lune n'a pas d'atmosphère, et donc les rayons lumineux, les rayons du Soleil arrivent directement au sol, d'où cette impression rigolote de voir une ombre alors qu'on a paradoxalement un ciel qui est noir. Ça fait partie des beautés et des mystères du cosmos. Alors on a parlé du petit couple Terre-Lune qu'on connaît bien, mais le cœur de tout, c'est le Soleil. Vous avez entendu parler du Soleil. Alors regardez, là où il y a des images très, très jolies du Soleil avec des éruptions solaires. Le Soleil, qu'est-ce que c'est que le Soleil? Alors,
j'ai marqué « Le Soleil est une étoile ». Pour les petits-enfants qui ne savent pas lire, j'ai écrit « Le Soleil est une étoile ». Donc on peut déjà parler ici, de la différence entre une planète, pourquoi quelquefois on va appeler un objet une planète, pourquoi d'autres fois on va appeler un objet une étoile. La première différence, c'est la masse. Vous pouvez avoir la planète à sa masse, elle pèse ce qu'elle pèse, la Terre pèse ce qu'elle pèse, et puis l'étoile en fait est beaucoup plus grosse, comme on le verra sur une diapositive tout à l'heure. La différence entre une planète et une étoile, c'est d'abord la masse, et ensuite, justement, comme une étoile est assez massive, elle est capable, en son cœur, de fabriquer sa propre énergie. Une étoile fabrique sa propre énergie, et donc elle émet de la lumière et de la chaleur dans l'espace, et les planètes, qui sont trop petites pour fabriquer en leur cœur cette énergie, se contentent de recevoir lumière et chaleur de leur étoile mère. Donc c'est une question de masse au départ, et ensuite la capacité pour une étoile de fabriquer son énergie en son cœur par un processus, je vais le nommer un peu difficile, qu'on appelle la fusion nucléaire, c'est-à-dire qu'on prend des petites entités, des petits atomes qui vont fusionner pour en fabriquer des plus complexes, et ça génère de l'énergie extrêmement puissante qui est ensuite réémise dans l'espace, et c'est ce qui nous éclaire et nous réchauffe. Donc voilà la différence entre une étoile et puis une planète. Alors là, on a une mise en scène, vous voyez un peu le Soleil est granuleux, c'est bien sûr très chaud, 6-7 000 degrés en surface. Vous voyez, là on voit des éruptions solaires, donc c'est une étoile qui est active, mais pas trop, parce que sinon on aurait des soucis. Alors je vous propose maintenant, à partir du Soleil, d'aller un peu visiter ce système solaire, des planètes les plus proches jusqu'aux plus lointaines. Alors au cœur du système solaire, il y a donc ce Soleil, et puis ensuite, la planète la plus proche s'appelle Mercure. Mercure ressemble pas mal à la Lune, si vous regardez bien ici. Elle n'a pas d'atmosphère non plus, Mercure. C'est une petite planète, c'est la plus petite planète du système solaire. Elle n'a pas d'atmosphère. Et donc, lorsqu'elle présente sa face au Soleil, il fait très chaud. Et puis, à l'inverse, de l'autre côté, quand l'autre face est de côté opposé, il fait froid. Donc, il y a ce qu'on appelle des chocs thermiques très importants. Voilà Mercure. Et puis, après Mercure, il y a Vénus. Alors, Vénus est très différente. Il ne fait pas bon vivre sur Vénus, parce qu'il y a une atmosphère extrêmement épaisse, 400 degrés au sol, et avec une composition d'atmosphère qui ne nous plairait pas beaucoup. Et donc, c'est la planète qui suit Mercure. Alors, nous avons parlé de la Terre et de la Lune, donc Mercure, Vénus, la Terre avec son satellite, la Lune. Et après la Terre, il y a la planète Mars, qui est très étudiée par les planétologues. On l'appelle la planète rouge, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, Mars ressemble à la Terre. Elle a une atmosphère qui est un petit peu plus ténue que la nôtre, mais qui ressemble. C'est une cousine germaine de la Terre. Alors, ce qui est intéressant de voir sur Mars, c'est qu'il y a un volcan qui est très très grand. La plus haute montagne sur Terre, c'est l'Everest. 9000 mètres, 9 km. Regardez, là, Mars a un mont Olympus qui a 21 km de hauteur, ce qui est donc un très très grand volcan. Là, je vais vous montrer un petit film, un vrai petit film qui n'est pas du tout un dessin animé, c'est un vrai film qui a été reconstitué à partir des observations que nous ont envoyées toutes les petites sondes qu'on a pu mettre sur Mars, et on a pu ainsi, regardez, faire comme si nous étions dans une petite voiture et nous nous promenons sur le sol de Mars. Alors ici, vous voyez le Soleil, et là, vous voyez le sol de Mars assez rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de la rouille, il y a du fer. On va le recommencer là. Voilà, vous voyez, c'est rougeâtre parce que le sol de Mars contient beaucoup de fer. Donc c'est comme de la rouille en fait. Et donc là, c'est un paysage extraordinaire. C'est comme si on était sur Mars en train de le visiter. Et donc nos sondes font, comme vous le voyez, des prouesses. Alors après Mars, il y a ce qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes. Qu'est-ce qu'un astéroïde? Un astéroïde, c'est une grosse pierre, une grosse patate, comme je vous la montre ici. Et il y en a des millions qui tournent autour du Soleil, juste après la planète Mars. Alors,
il y a eu un exploit qui a été effectué l'année dernière. Un astéroïde a été visité par le petit robot Mascotte. Oh, alors, un astéroïde, c'est petit, hein, c'est moins de 1000 km de dimension. Et ce qui était très difficile techniquement, c'est d'aller mettre un petit engin sur ce gros caillou, sur ce gros rocher. Et ça a été effectué l'année dernière et ça a été une première mondiale et puis bien entendu scientifiquement très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a pu étudier le sol de ce petit astéroïde. Alors il y a un futur, alors on verra si ça va se passer avec toute la situation compliquée qui est aujourd'hui avec ce virus, les enfants. Il est prévu là, à la fin du mois, normalement, que la NASA va envoyer une petite sonde qui devra atteindre aussi un nouvel astéroïde plus tard qui s'appelle Bennu. Et l'idée là, c'est de ramener justement de la matière de cet astéroïde pour l'étudier sur Terre. Alors j'espère que ça marchera. Donc ça, c'est encore un projet très proche. Alors après cette ceinture d'astéroïdes, je voulais dire quelque chose, encore pour le vocabulaire pour vous les enfants. Astéroïdes, donc ce sont ces gros cailloux qui se trouvent dans l'espace. Mais quelquefois, ces astéroïdes vont sortir de leur orbite. Pof, ils vont partir comme ça. Puis quelquefois, ils vont tomber sur Mars, ils vont tomber sur la Lune, mais ils vont aussi tomber sur Terre. Et lorsque ces astéroïdes arrivent sur Terre, ils vont traverser l'atmosphère, notre atmosphère, ça chauffe et donc ça va briller. Alors on dit, la nuit, quand vous voyez quelquefois des gerbes comme ça lumineuses, on dit « Ah, c'est une belle étoile filante ». Le mot est totalement faux. Un astéroïde n'a rien à voir avec une étoile, mais nos anciens avaient appelé ça comme ça. Alors le mot est resté. Ça n'est pas une étoile filante. C'est ce gros caillou qui arrive sur Terre, et puis ensuite il va tomber sur le sol terrestre, et on appelle ça après une météorite. Astéroïde, étoile filante, météorite. Donc vous voyez 3 mots pour le même objet physique, mais dans des états d'évolution différents. Donc après cette ceinture d'astéroïdes, nous avons la plus grosse planète du système solaire qui s'appelle Jupiter. Alors Jupiter est très très gros. Là, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré ces 4 satellites, il en a une soixantaine. Jupiter, nous avons un petit satellite naturel, qui est la Lune, mais Jupiter en a énormément. Mais je vous montre cela, c'est pour vous dire que grâce à la lunette de Galilée, à l'époque, il y a très longtemps, eh bien Galilée avait déjà pu observer qu'il existait 4 lunes, au moins les plus grosses, autour de Jupiter. Alors on a donné le nom, les satellites galiléens, c'est ce que j'ai marqué ici pour ceux qui savent lire. Après Jupiter, il y a aussi une très belle planète qui s'appelle Saturne, qui est écrit ici. Alors Saturne est particulière parce qu'elle a ces anneaux qui tournent. Ce sont en fait des gros cailloux qui tournent autour de Saturne. Il faut d'ailleurs que vous sachiez, on dit les anneaux de Saturne, mais Jupiter, Uranus et Neptune, qu'on va voir après, ont aussi des anneaux, mais plus ténus. On les voit moins bien, mais ils existent quand même. Alors, les planètes les plus lointaines après Saturne, c'est Uranus et Neptune, qui sont des planètes très très froides et puis pas très hospitalières. Alors ensuite, au-delà de Neptune, nous avons Pluton et Charon. Alors ce qui est intéressant ici de regarder, là c'est la photographie qu'avait fait le satellite Hubble en 2006. Mais en 2015, il y a une petite sonde qui est arrivée près de ce petit couple Pluton et Charon et qui a pu observer le système de très très près. C'est la sonde New Horizon qui est arrivée en août 2015 et regardez les images extraordinaires que nous ont apportées cette sonde et on peut vraiment observer maintenant Pluton et Charon de près et en comprendre un petit peu la source. Ça ressemble un peu à la Lune si vous regardez ça. Alors, jusqu'à quelques années, on disait le système solaire a 9 planètes. Celle que je viens de décrire, plus le petit couple plus Pluton. Mais au fur et à mesure que nous faisions des progrès avec tous les instruments extraordinaires que je vous ai montrés tout à l'heure, on en observait de plus en plus. Alors je vous ai donné Sedna, un exemple, Kaoa, puis beaucoup d'autres. On s'est dit, on ne va pas rajouter ces petites planètes au fur et à mesure qu'on va en observer, on ne saurait plus quoi en faire. Donc, les astronomes ont décidé de déclasser Pluton. D'ailleurs, vous voyez bien, regardez les tailles. La Terre est là, la Lune est là, et Pluton est même beaucoup plus petite que la Lune, qui a un statut de satellite de la Terre. Donc, nous avons décidé
de séparer en 2 groupes. Là, nous avons ici les 4 planètes, on dit telluriques, c'est-à-dire qu'elles ressemblent beaucoup à la Terre, qui sont proches, qui sont toutes petites et proches du Soleil. Les 4 planètes géantes entre Jupiter et Neptune, et puis tout le reste, on a appelé ça les planètes naines. Comme ça, on ne s'embête pas. Puis au fur et à mesure qu'on observe des planètes naines, et on les met dans cette catégorie. Alors, là, vous avez une échelle de distance. Regardez le Soleil comme il est très, très, très grand, et regardez notre Terre à côté, c'est tout petit, petit. Et même Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, est quand même très petite comparée à notre Soleil. Voilà, nous avons fait le tour du système solaire avec les 4 planètes petites les plus proches telluriques, les 4 grosses qu'on appelle planètes géantes, ce n'est pas très original, les planètes naines. On a parlé aussi des astéroïdes, et il faut qu'on parle d'une dernière catégorie, on appelle ça les comètes, ce qui est écrit ici en rouge. Les comètes ressemblent un peu quand même aux astéroïdes, c'est des gros cailloux comme ça, qui tournent aussi autour du Soleil. Alors, une sonde Rosetta était allée visiter il y a quelque temps la comète Chury, c'était en 2016, c'est récent, il y a 4 ans, et là vous avez une vue extraordinaire de cette comète à 9 km d'altitude. Et Philae, ce petit robot, a pu être mis posé sur la comète Chury pour en étudier évidemment le sol, la constitution de cette petite comète. Alors, on a tous été confinés, hein, vous le savez bien, ça n'a pas été drôle pour tout le monde. Eh bien, on a eu la comète du confinement, qui s'appelle Neowise, qui est apparue en mars, on l'a découverte en mars 2020, donc vraiment exactement pendant notre confinement. Alors là, vous avez des images, des photos de cette comète ici, là aussi, avec le mont Saint-Michel, pour ceux qui ont reconnu l'image. On voit la comète. Et donc on voit aussi ici, je vous montre son orbite, c'est-à-dire comment elle s'est déplacée. Alors ici, vous avez le Soleil. En bleu, vous avez l'orbite de la Terre, et vous voyez une comète, en fait, c'est une sorte de gros caillou avec de la roche, de la glace, qui tourne autour du Soleil, et lorsqu'elle est très loin du Soleil, c'est froid, mais là, au fur et à mesure qu'elle va se rapprocher, elle va se réchauffer. Et en se réchauffant, il y a du gaz qui va s'en aller, ce qui crée ce qu'on appelle là cette chevelure. Voilà, et puis ensuite, elle repart, et puis elle va se refroidir, et puis ainsi de suite. Cette orbite représente 6000 ans, c'est-à-dire qu'elle tourne, elle met 6000 ans pour faire un tour complet autour du Soleil. Autant vous dire qu'on ne la reverra pas. Alors, on a visité le système solaire. Je vous propose un petit film avec un petit personnage que j'espère qui vous plaira, qui s'appelle Paxi. C'est un petit dessin animé qui a été fait par la NASA, et donc ça va vous résumer un petit peu toutes les composantes de notre système solaire. Le son n'y est pas? Non? Bon. Salut, je m'appelle Paxi et je viens d'une planète lointaine. Je suis venue sur Terre pour vous rencontrer et vous raconter mes aventures dans l'espace. Êtes-vous prêts à explorer votre système solaire? Je l'avais baissé dans mon vie tout à l'heure. Ah, j'adore regarder les étoiles. Pas étonnant que vous soyez si nombreux à aimer ce spectacle. Mais ne serait-il pas mieux de voir les choses depuis l'espace? Allez, on y va! Voici votre planète, la Terre. Voyez-vous qu'une moitié est claire alors que l'autre est sombre? La Terre tourne. La moitié de la Terre orientée vers le Soleil est éclairée. Il y fait donc jour. Alors que la moitié orientée dans la direction opposée au Soleil est sombre, il y fait donc nuit. Il faut 24 heures à la Terre pour faire un tour complet. Une journée entière. Regardez, voici la Lune qui tourne en boucle autour de la Terre, ou comme on dit, qui orbite autour d'elle. Saviez-vous que la Terre orbite autour du Soleil lorsqu'elle tourne? La Terre et la Lune restent toujours ensemble. Il faut une année à la Terre pour faire une boucle complète. On va d'abord s'approcher du Soleil, mais pas trop près. Je ne veux pas encore brûler mes antennes. Le Soleil est notre étoile.
Il est très chaud et nous donne de la lumière et de la chaleur. La Terre, elle, n'est pas seule. Ce n'est qu'une des 8 planètes qui orbitent autour du Soleil. Jetons-y un coup d'œil. Les 4 petites planètes rocheuses les plus proches du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mercure est très proche du Soleil et c'est la plus petite planète du système solaire. Vénus est très chaude. Son air épais et dense est toxique pour les humains. Je ferais mieux de garder mon casque bien fermé, car cet air est toxique pour moi aussi. On a déjà vu la Terre, votre planète. Elle est très spéciale, vous savez. C'est la seule planète du système solaire qui soit couverte d'eau liquide, de rivières, de lacs et d'océans. Et la seule qui accueille la vie telle qu'on la connaît. Mars est couvert d'une poussière rouillée. Ça lui donne une couleur rouge-orange. C'est pour ça que les gens l'appellent la planète rouge. Peut-être qu'il y a eu de l'eau ici aussi, il y a très longtemps. Regardez là-bas. Après Mars, il y a de nombreux morceaux de roches plus petits. On les appelle des astéroïdes. Et il y en a des millions. Ils forment la ceinture principale d'astéroïdes. Et ils orbitent aussi autour du Soleil. Plus loin du Soleil, il y a 4 planètes vraiment énormes, beaucoup plus grandes que la Terre. Il y a Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses, et Uranus et Neptune, les géantes de glace. Voici Jupiter, la plus grande planète de votre système solaire. Elle est tellement belle avec ses rayures de gaz, vous ne trouvez pas ? La grande tache rouge que vous voyez est une tempête tourbillonnante qui fait 2 fois la taille de la Terre. Savez-vous que de nombreuses planètes ont leur propre lune, tout comme la Terre ? Eh bien, Jupiter en a plus de 60. Et regardez Saturne avec ses anneaux spectaculaires. Ils sont faits de milliards de petits morceaux de glace, de rochers et de poussière. Uranus et Neptune sont vraiment froides et orageuses. Donc je n'aurais pas envie d'y aller en vacances. On vient de voir toutes les planètes de votre système solaire. Et quelques astéroïdes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous êtes curieux d'en savoir plus ? Alors allons-y, éloignons-nous encore plus du Soleil. Oh, il fait vraiment froid et sombre ici. Hé ! C'est Pluton, une planète naine. Oula ! C'est quoi ces objets sombres ? On dirait des énormes boules de neige sales. Attendez, il y en a une qui vient vers nous. Maintenant je sais, c'est une comète. Elle est faite de rochers et de glace. Elle ressemble aux astéroïdes que nous avons vus tout à l'heure. Mais je peux vous dire qu'elles sont très différentes. Celle-ci se dirige vers le Soleil. La prochaine fois, nous en suivrons une ensemble pour voir ce qui se passe. Voilà, donc le système solaire c'est ça, une étoile, le Soleil, 8 planètes, plus de 100 lunes et des millions d'astéroïdes et de comètes. Quel endroit passionnant! Alors j'espère que ce petit film vous a plu. Il y en a d'autres sur le site de l'ESA. Si vos parents peuvent vous inciter à y aller. Il y a plusieurs petits films comme ça sur différents sujets. C'est réservé aux enfants et c'est très bien fait. Donc je pense que maintenant vous avez tout sur le système solaire. Mais tout à l'heure je vous ai dit qu'on allait regarder le système solaire et les planètes. Et puis on va booster notre navette spatiale. On va aller regarder le monde des étoiles maintenant. Alors, le monde des étoiles, dont notre Soleil est notre étoile préférée. Alors, regardez ici, vous avez une image qui est un peu sale. On voit ici la constellation d'Orion avec la nébuleuse d'Orion qui est toute petite ici, vous voyez. Alors, c'est l'occasion de définir ce qu'est une constellation. Alors, là, lorsque vous voyez une image, elle est juste plaquée à 2 dimensions, vous n'avez pas la profondeur. Et donc, une constellation, c'est une réunion d'étoiles, mais qui peuvent être à des distances très différentes dans le cosmos. Donc, c'est un petit peu comme des illusions d'optique. Alors, on a donné un certain nombre de noms, la casserole, la grande ours, etc. C'est parce que l'imagination des hommes et des êtres humains est infinie, mais c'est simplement plutôt des illusions d'optique parce qu'elles ne sont pas forcément regroupées au même endroit.
Alors, là, je vous ai parlé des instruments astronomiques qui sont extrêmement performants, et vous allez voir que grâce à ces instruments, on est capable d'aller observer au cœur de cette nébuleuse d'Orion, et par l'imagination, vous allez voir, on va s'approcher de... Attendez, hop, voilà, c'est bon. On va s'approcher de cette région, là, donc qu'on voit déjà, là, on le voit à l'œil nu, et vous allez voir, on va s'approcher grâce aux performances de nos instruments, aller de plus en plus près de cette région de nébuleuse d'Orion. Et en fait, pourquoi je vous montre cette région? Tout simplement, la nébuleuse d'Orion est un petit cocon où naissent des étoiles. Les étoiles naissent à partir d'immenses nuages de gaz. Vous avez dans l'espace, dans le cosmos, énormément de gaz. À un moment donné, sous l'effet d'une force dont j'ai parlé, j'ai dit un petit mot tout à l'heure, qui s'appelle la gravitation. La gravitation, c'est simplement l'attrait de la matière pour la matière. Et à un moment donné, lorsque cette matière va se rassembler de plus en plus, au cœur de cet assemblage, la température va être tellement forte qu'elle va pouvoir démarrer ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la fusion nucléaire, et qui est le moteur, finalement, de la vie d'une étoile. La fusion nucléaire va permettre de produire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la lumière et de la chaleur, de l'énergie, et au cœur d'Orion, qu'on arrive ici petit à petit, on s'en approche, vous voyez 4 étoiles extrêmement brillantes. Eh bien, ces étoiles viennent de naître à partir de ce grand nuage de gaz et illuminent l'ensemble de l'espace. Donc, les étoiles naissent dans les nuages de gaz par effet de concentration de la matière sous l'effet d'une force qu'on appelle gravitation. Alors là, vous avez l'image de ce que je viens de vous montrer. Vous voyez bien les quatre étoiles qui illuminent la région d'Orion. Alors encore un peu de vocabulaire. Les étoiles aiment bien se regrouper en amas. On peut dire qu'il y a 2 sortes d'amas. Des amas dits ouverts, avec un exemple ici, j'ai écrit la boîte à bijoux. Ici, c'est l'amas des Pléiades. Alors, ces amas ouverts sont des regroupements un peu distendus d'étoiles, quelques centaines d'étoiles. En revanche, il y a aussi des amas dits globulaires parce que ça nous donne l'impression d'un globule. Ce sont des concentrations très denses d'étoiles. Il peut y en avoir ici 1 million ou 10 millions d'étoiles. Vous voyez, c'est beaucoup plus et beaucoup plus concentré. Alors retenez, amas ouvert, quelques centaines d'étoiles, amas globulaire, plutôt 1 million à 10 millions. Et tout ça se trouve dans la nature. Alors voilà une belle image que je vous montre. En fait, vous voyez bien que c'est du gaz avec des régions où les étoiles se sont formées. Là, vous voyez, c'est un peu comme Orion, c'est très lumineux. Et puis, là aussi. Alors, on vient de dire que les étoiles naissent à partir d'immenses nuages de gaz. Et qu'au cœur de ces étoiles, il y a un processus qui s'appelle de la fusion nucléaire qui va faire fusionner des noyaux d'atomes, de la matière, pour en faire des plus complexes. Mais à un moment donné, lorsque ce carburant nucléaire n'est plus là, eh bien les étoiles vont finir leur vie. Alors des petites étoiles, comme notre Soleil, ce sont les plus nombreuses dans notre galaxie, dans l'espace. Ces petites étoiles vont en fin de vie éjecter leur enveloppe de gaz dans l'espace, et puis il va rester un petit résidu. Alors là, du vocabulaire peut-être un peu plus difficile pour les plus petits, qui s'appelle une naine blanche. C'est une toute petite étoile très concentrée qui va être le résidu d'une étoile comme notre Soleil. Et là, vous voyez sur cette image, vous voyez le gaz qui a été éjecté, puis au cœur, regardez ce petit point blanc, c'est une petite naine blanche, et ici aussi on le voit. Alors à l'inverse, il y a des étoiles beaucoup plus massives que notre petit Soleil. Je vous ai montré un dessin animé tout à l'heure avec le projet de satellite SVOM qui va observer les grosses étoiles dans l'univers très massives et très violentes. Eh bien, lorsque il y a des étoiles, alors ce n'est pas les plus nombreuses dans notre galaxie, dans l'univers, mais elles sont extrêmement efficaces et extrêmement énergétiques. À un moment donné, ces grosses étoiles vont devenir instables. Elles vont finir par exploser dans le ciel. On appelle ça une supernova. Encore, vous voyez, les enfants ont fait beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Encore un mot à retenir, supernova.
Et donc l'enveloppe de gaz est éjectée très violemment. Il reste aussi un petit résidu qu'on appelle cette fois-ci une étoile à neutrons. Peut-être pas obligé de retenir tous ces mots-là. Alors, je vous montre ici une image. Regardez, ça c'est une image prise d'une région du ciel. Et regardez la petite flèche là. Avant l'explosion de l'étoile, évidemment, on ne voit rien. Et puis ensuite, l'étoile a explosé. Regardez comme elle est très très brillante dès son explosion. Vous voyez que la comparaison entre l'image qui est ici et l'image qui est ici, c'est l'explosion d'une supernova que l'on voit évidemment avec nos télescopes. Alors on va encore booster notre navette spatiale. Je vous ai parlé des planètes, des étoiles. Maintenant, on va rentrer dans le monde des galaxies. Alors, qu'est-ce qu'une galaxie? Une galaxie, c'est un assemblage de milliards d'étoiles. On connaît notre galaxie, notre Soleil se trouve, regardez, là je vous ai mis une en flèche, se trouve quelque part par là, c'est une toute petite étoile qui est là, parmi 100 milliards d'étoiles. Alors notre galaxie a un nom propre, vous appelez Sarah, Hugo, Inès, Pierre, Jacques. Eh bien, notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Pourquoi la Voie lactée? C'est que lorsque vous allez la regarder par une belle nuit d'été, vous voyez un petit peu beaucoup d'étoiles qui se présentent devant nous et c'est très lumineux, donc on a l'impression que c'est comme du lait. Les anciens ont appelé ça la Voie lactée. Donc notre galaxie, la Voie lactée, se représente un petit peu comme ça. Et là, il y aura des choses à retenir. Il y a en gros 3 formes de galaxies. Notre galaxie, notre Voie lactée, a une forme dite spirale. Vous voyez, elle tourne autour de son noyau, comme ça, ce qui génère ces bras spiraux. Voilà, et donc c'est une galaxie spirale. Mais au-delà de notre propre galaxie, qui contient déjà, je vous ai dit, 100 milliards d'étoiles, eh bien, il y a aussi des milliards d'autres galaxies dans l'univers. Alors, je vais vous montrer quelques jolies photos des galaxies spirales. Donc là, j'ai écrit des galaxies spirales, pour ceux qui ne peuvent pas encore lire. Alors, vous voyez, il y a un noyau central qui est plutôt jaune, et puis vous avez des bras, comme ça, et puis cette galaxie tourne sur elle-même. Alors, pourquoi ces couleurs? Vous voyez que c'est un peu jaunâtre au centre, et puis dans les bras, c'est plutôt bleu. Eh bien, au centre, nous avons des étoiles plutôt anciennes qui vont donner une couleur plutôt jaune, et puis les étoiles les plus jeunes, les plus massives, elles ont une couleur bleuâtre, elles naissent dans les bras spiraux, et c'est pour ça que nous voyons ces différences de couleurs. La couleur d'une étoile va nous donner des informations sur sa taille et puis sur son état d'évolution. Alors là, on voit aussi une galaxie spirale avec des bras un petit peu plus épais. Vous voyez, il y a une certaine diversité dans la forme, mais ce sont des galaxies spirales. Alors là, je trouve qu'elle est très jolie parce qu'on a l'impression qu'on la voit presque à 3 dimensions, celle-ci. Donc on a bien le bulbe, le centre de notre galaxie. Puis vous voyez, regardez, on devine bien les bras autour de ce bulbe de tour. Alors, quelquefois, je peux vous voir de face ou je peux vous voir de profil. Et je ne vais pas vous voir de la même façon lorsqu'on est de face ou lorsqu'on est de profil. Pour les galaxies, c'est exactement la même chose. Là, on voit une galaxie vue par la tranche, comme on dit, de profil. Et donc là, on voit bien que la galaxie, c'est une galette, vous voyez, c'est très plat, avec ce bulbe qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on l'a regardé de face. Encore une autre image d'une galaxie vue par la tranche ou vue de profil. Alors, je vous ai parlé des galaxies spirales, première forme des galaxies. Il y a aussi les galaxies dites irrégulières. Alors, comme son nom l'indique, irrégulières, il y a des formes un petit peu n'importe comment. Donc là, c'est un exemple de galaxie irrégulière. Et enfin, troisième famille, les galaxies elliptiques. Alors, pour les petits sportifs, lorsque vous jouez au rugby, vous avez un ballon ovale. Pour ceux qui jouent au football, vous avez un ballon rond. Eh bien, les galaxies elliptiques peuvent être soit très ovales ou peut-être même un peu rondes, comme les ballons de football. Les galaxies elliptiques sont les plus grosses galaxies qui existent dans le cosmos et elles ont bien sûr beaucoup plus d'étoiles qu'une galaxie spirale. Alors, on a vu 3 formes de galaxies, les galaxies spirales dans notre Voie lactée, des galaxies irrégulières, qui sont des petites galaxies qui ont des formes variées, et puis ces galaxies elliptiques.
Il faut savoir que dans la nature, les galaxies peuvent entrer en interaction. Alors là, je vous montre des images de galaxies qui sont en train d'interagir les unes avec les autres et qui pour former à terme une seule galaxie. Alors ne croyez pas que ça se fait en 5 minutes. Le temps est long en astronomie. Nous vivons quelques dizaines d'années, mais alors en astronomie, on calcule en millions, en centaines de millions et en milliards d'années. Donc là, il va falloir plusieurs centaines de millions d'années avant de voir une seule galaxie à partir de ces interactions. Alors pour continuer, les galaxies, tout comme les étoiles, aiment se regrouper entre elles, et donc on observe des amas de galaxies, c'est ce que je vous montre ici. Alors vous voyez les points, le point que vous voyez, ce ne sont plus des étoiles, mais ce sont des rassemblements de centaines de milliards d'étoiles. Donc vous voyez un petit peu la diversité qu'il y a dans l'univers, des milliards de galaxies, et chaque galaxie contient quelques centaines de milliards d'étoiles. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien les plus grosses, regardez là, c'est des galaxies elliptiques. Et puis là, ici, qu'est-ce qu'on voit? Plutôt des galaxies spirales. Vous voyez, ici, voilà, une galaxie elliptique. Et là, de la même façon, une galaxie elliptique, une galaxie spirale. C'est un peu ce que nous présente notre univers à très grande échelle, avec des amas de galaxies. Alors, je vais terminer avec un petit film qui est un montage à partir d'observations du cosmos à très grande échelle avec les instruments les plus puissants, et notamment avec le satellite Hubble, qui est capable d'observer l'univers très lointain, une grande quantité de galaxies. Ça va être un peu l'idée qu'on a de l'univers à très très grande échelle si on pouvait vraiment se balader à l'intérieur. Alors on va commencer. Voilà. Alors vous voyez ici, là vous avez un groupement de galaxies et vous avez quelquefois des régions de l'univers. Là voilà, un gros regroupement de galaxies. Et puis là il n'y a plus grand chose, donc c'est un peu de trou, c'est calme. Et puis on va retrouver petit à petit des régions où il y a un amoncellement de galaxies ici. L'univers, c'est un petit peu ça. Il y a des zones un peu vides et puis d'autres zones où on va avoir des regroupements de galaxies. C'est une petite idée que je peux vous donner pour l'apparence de l'univers lorsqu'on va pouvoir le regarder de façon extrêmement lointaine. Voilà, donc là j'en ai fini, je suis à peu près dans les temps. Alors, d'habitude je dis je vous remercie parce que souvent les enfants sont très captivés et très sages, mais là évidemment comme j'ai un public vide, je vous remercie virtuellement de votre attention. Alors qu'est-ce qu'on peut, on voit de nouveau ici, juste pour votre information, notre institut, notre petit ami Géotrouve-Tout, et là c'est un beau tableau qui s'appelle l'astronome de Vermeer. Et je vous encourage à aller regarder ce peintre qui est assez magique parce qu'il a fait plusieurs tableaux, à la fois avec le géographe et puis l'astronome. Je vous remercie. Merci beaucoup Elisabeth. Je vais de nouveau passer la parole à Guillaume Hébrard qui va relayer les questions des internautes. Avec plaisir. Alors merci Isabelle pour cette conférence. Alors pour la conférence pour les enfants à l'IAP, on a des bons becs, alors c'est cool. Ah oui, toujours. Et donc, après, il y a encore beaucoup de questions, mais peut-être on va en avoir d'autres. Alors en tout cas, il y en a une déjà, tu n'en as pas trop parlé du Big Bang, mais la question c'était pourquoi le nom de Big Bang? C'est une onomatopée ou quoi? Ça fait Big Bang au début? Alors c'était une blague. C'était une blague parce que Big Bang, ça donne l'impression qu'il y a une grosse explosion. Voilà. En fait, c'est Monsieur Hoyle, Fred Hoyle, qui ne croyait pas du tout à la théorie du Big Bang, c'est-à-dire l'émergence d'un univers à partir d'un point singulier, qui, pour se moquer, avait dit à ses collègues qui, eux, développaient cette théorie Big Bang. Alors, il n'y a pas de son, évidemment, hein, donc c'est voilà, un slogan, on peut dire. Ça symbolise aujourd'hui on peut dire l'origine de l'univers, mais les scientifiques vous diront qu'à un moment donné, notre connaissance est limitée. À un moment donné, lorsque vous remontez de plus en plus dans le temps, il y a les équations qui ne nous parlent plus, entre la connexion entre la matière, l'énergie
Et le temps, tout ça, ce sont des choses qui deviennent confuses pour nous. Donc on ne peut pas définir de temps zéro, ça n'a pas de sens. On appelle ça pudiquement la singularité. Et puis de cette singularité aurait émergé donc notre univers qui est en expansion. Et ça, c'est quelque chose que l'on observe, d'où la notion d'un univers en évolution et en expansion. Ce à quoi M. Hall ne croyait pas. Il croyait un univers incréé, éternel, voilà, donc Big Bang, voilà, ça symbolise l'origine de notre univers, plus précisément cette singularité. Alors, tu parles de Frey Hall en disant qu'il n'y croyait pas, et Frey Hall c'était un grand scientifique. Très très grand scientifique. Et alors parfois, on en parle notamment en ce moment de... Est-ce qu'on a des croyances en science? Est-ce qu'on croit des choses? Est-ce qu'on n'y croit pas? Oui, alors... Comment ça se passe? Notamment, on entend parler là, où on entend des débats parfois entre les scientifiques sur le virus. Ah, sur le virus, oui. Pas forcément sur le virus, mais de manière générale, voilà. employer ce terme, alors, croire. Il y a toujours des présupposés. Bon, là, ça, c'est pas des questions pour enfants. Hein. Là, ce sont quand même des questions qui touchent... Je pense que ça intéresse les enfants aussi, parce qu'ils entendent parler les scientifiques à la télé. Oui, oui. Et parfois, alors, il peut y avoir des enfants comme des adultes, des contradictions, d'avoir des débats. Voilà, des contradictions, et puis quelquefois ce qu'on peut dire des incohérences. Alors, tout scientifique a une démarche scientifique et une méthode scientifique. Et je pense qu'il faut que tout chercheur doit s'atteler à ce type de démarche. Mais il faut bien savoir que lorsqu'on va développer une théorie, elle va émerger dans notre cerveau. Il y a un aspect un petit peu... Bon, il faut de l'imagination. Hein. Quand on demande quelles sont les qualités pour être chercheur, il faut avoir de l'imagination. Donc on va avoir une certaine, je dirais, errance intellectuelle, si on peut dire. Une idée va émerger. Mais une fois que ces premières idées vont émerger, à ce moment-là, c'est la rigueur et la méthode scientifique qui va prendre le pas, la patience aussi et l'humilité. Et donc là, on est vraiment dans une démarche scientifique très stricte. Et à partir d'une idée, nous avons nos méthodes. Et il faut toujours qu'on puisse vérifier ce que l'on peut, toute prédiction théorique doit être confortée par des expériences. Et effectivement, avec ce virus qui nous a envahis depuis le mois de mars. Quelquefois, des expériences n'avaient pas été peut-être faites avec assez de rigoureuses, et puis ensuite, on va donner des résultats peut-être un peu prématurément. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ça, et il faut qu'un scientifique, effectivement, soit rigoureux et prudent dans ses assertions. Alors, tu as parlé d'un autre grand scientifique dans ta présentation, c'était Newton. Oui. Et tu as parlé de la gravité, donc la gravitation universelle, qui est une force évidemment extrêmement importante dans tous les travaux qu'on fait quand on est astrophysicien. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, et notamment de Newton? J'avais entendu que justement, quand c'était un jeune et brillant étudiant, et en fait, il avait été confiné chez lui pendant une épidémie de peste, et que c'est notamment là qu'il avait peut-être pas mis en place, établi sa théorie de la gravitation, mais en tout cas qu'il avait beaucoup travaillé, qu'il avait réfléchi. Tu en connais plus sur cette histoire? Oui, alors je ne suis pas biographe de Newton, mais c'est un personnage quand même étrange, Newton. Il travaillait tout seul, les échanges ne se faisaient pas beaucoup à l'époque, et d'ailleurs sa théorie, il n'avait pas envie tellement de la délivrer. Et quand il a vu qu'un autre savant, un autre scientifique était en train de travailler sur ce sujet, il a finalement publié les Principia. Mais pour moi, c'est le plus grand savant de tous les temps, parce qu'on a l'impression qu'il lisait comme ça dans la nature, et c'était pas si simple, hein, finalement, la théorie de la gravitation, de la sortir comme ça. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est à la fois un grand physicien, parce qu'il a postulé cette force de la gravitation, mais c'est aussi un grand mathématicien. Il a développé beaucoup de domaines mathématiques. On a vu qu'il a conçu aussi ce télescope. Voilà, donc c'est pour moi un personnage un petit peu mystérieux aussi, et je crois un des plus grands savants que notre Terre ait porté. Voilà. D'accord. Et peut-être une autre question pour les jeunes qui nous écoutent. Toi, tu pratiques beaucoup de sciences, moi aussi, je fais de la science, c'est mon métier. On est quelques collègues là dans l'amphithéâtre, et puis en semaine, quand on est plus nombreux, on fait tous de la science. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes qui nous écoutent, qui voudraient plus pratiquer la science, la connaître mieux, la pratiquer, peut-être en faire leur métier à l'avenir? Quel type de conseils tu pourrais leur donner? Alors,
Nous organisons à l'Institut d'astrophysique depuis de très nombreuses années maintenant des stages d'initiation au métier. L'Éducation nationale a mis ça au point il y a plusieurs années déjà. On appelle ça des stages dits en entreprise. Nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes un laboratoire de recherche. Mais depuis plusieurs années, nous organisons des stages comme cela pour essayer d'expliquer justement à nos jeunes en quoi retourne notre métier. Et quand je les ai en face de moi, je commence à leur dire qu'il faut déjà bien maîtriser les matières fondamentales. Souvent, lorsqu'on leur dit on va faire de la science, on va en faire des mathématiques et de la physique. Moi, je crois qu'il faut déjà bien maîtriser sa langue maternelle, il faut être curieux, il faut avoir beaucoup de vocabulaire, il faut beaucoup lire et ne pas passer son temps peut-être devant des consoles un peu stériles. Donc je crois qu'il faut essayer de s'intéresser aux fondamentaux, quand on est plus petit, donc le français, ensuite les mathématiques et la physique. Je crois qu'il faut aller certainement souvent au-delà de ce qu'on peut apprendre à l'école, c'est-à-dire essayer de consulter des livres quand on est tout petit, et puis se forger un peu une culture comme ça, que ce soit une culture littéraire, une culture, parce que tout est lié, et une culture scientifique. Alors, je crois qu'un travail constant et régulier est tout à fait recommandé à ces jeunes. Bon, puis alors après, quand ils sont plus grands, effectivement, après le bac, il faut qu'ils suivent des cursus en sciences, en mathématiques et en physique. Pour l'astronomie, la spécialisation se fait assez tard, se fait souvent avec Bac plus 5 au niveau du Master 2, bien qu'il y ait des stages dans les cycles précédents. Mais voilà, c'est un long parcours pour être chercheur, pour faire ce métier. Donc après, une fois que Bac plus 5, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, ils vont faire une thèse de doctorat en 3 ans dans un laboratoire comme celui-ci, partir à l'étranger pour voir un peu ce qui se passe en dehors de la France pour faire des stages dits post-doctoraux. Et puis voilà, ensuite, ils vont se présenter au concours de recrutement, que ce soit au CNRS ou à l'université. Alors moi, quel conseil leur donner? Travailler régulièrement et approfondir les choses lorsqu'ils les apprennent, parce que la superficialité n'est pas une bonne amie pour la recherche fondamentale. Il faut du temps, il faut aller au fond des choses. Voilà. D'accord. Et la semaine là, qui se termine, c'était une semaine importante dans la science mondiale parce que justement, il y avait les remises des prix Nobel. Alors les prix Nobel, ça met en lumière certaines personnes, certaines thématiques. Alors c'est pas toute la science, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas le prix Nobel et nous ne l'aurons pas. Et puis on arrive quand même à faire de la bonne science malgré ça. Mais c'est tout de même intéressant pour mettre en lumière certaines personnalités, certaines thématiques. Et donc cette semaine, c'était notamment intéressant parce qu'il y a une femme qui a eu le prix Nobel de physique et 2 autres femmes qui ont eu le prix Nobel de chimie, notamment une française, Emmanuelle Charpentier. Et donc on a vu que depuis le début, je crois qu'il y a eu 400, 500 prix Nobel en sciences. Et il y en a seulement quelques-unes. 4 femmes en physique, oui, 4 femmes. Et en chimie, un peu plus, mais très peu. Alors qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes filles qui seraient intéressées par les sciences? Les jeunes filles peuvent s'intéresser tout autant que les garçons aux sciences. D'ailleurs, quand on regarde un peu les statistiques au niveau des bacs scientifiques, il y a plus de filles que de garçons jusqu'au niveau du bac. C'est après qu'il y a une différenciation pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours très bien. Il y a eu des études faites là-dessus. Pourquoi les filles se désintéressent à partir après le bac un peu plus des sciences. C'est un petit peu mystérieux. Lorsqu'elles se lancent, comme les garçons, dans les sciences après le bac, elles réussissent aussi bien, c'est-à-dire les taux de réussite sont équivalents. C'est simplement des choix à un moment donné, pourquoi au tout début, après le bac, elles vont faire d'autres orientations. Donc les filles réussissent aussi bien que les garçons. Et alors bien sûr, moi je ne fais que les encourager pour continuer ce métier, parce que même si au bout du compte, comme les concours sont quand même très difficiles et tout le monde ne peut pas accéder évidemment à la recherche fondamentale, que ce soit au CNRS, à l'université, c'est une formation très solide qui de toute manière permettra aux filles et aux garçons d'ailleurs de faire des métiers passionnants en suivant ce cursus. Donc faites des sciences exactes, vous en serez très heureux parce que ça sollicite votre curiosité et puis votre courage et votre patience, etc. Donc voilà, les filles peuvent réussir bien entendu aussi bien que les garçons et c'est ce qu'on constate. Je vais poser une dernière question. Tu nous as montré des films des missions Apollo, les Américains qui sont allés sur la Lune il y a une 50aine d'années. Et il y avait un film qui était assez fameux où on voyait un astronaute qui marchait sur la Lune
et il avait une plume dans une main, une balle de golf dans l'autre. Il a laissé tomber les deux, et les deux sont tombés en même temps par terre, ce qui est un peu contre-intuitif. On n'a pas l'impression que ça va se passer comme ça, Oui, et pourtant oui. sur la Lune, ça va se passer comme ça. Oui. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de cette Ah, expérience? ben alors ça, c'est l'expérience dite de Galilée que l'on peut voir aussi sur Internet. Hein. Eh bien, voilà, c'est dans le vide, hein, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Et donc, vous avez la force de gravitation. On montre que c'est indépendant de la vitesse, en fait, et de la densité de l'objet. La plume et le plomb vont se comporter exactement de même façon que ce soit. Alors, sur Terre, il y a l'atmosphère qui va peut-être faire un peu de résistance. Là, c'est d'autant plus intéressant puisque sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Et c'est l'expérience de Galilée que l'on peut regarder sur Internet, comme mes collègues d'ailleurs passent régulièrement, mais moi, je n'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Donc, faites des petites expériences, faites de la science, et j'espère que nos jeunes astronomes en herbe seront motivés pour continuer à faire des études scientifiques. Merci. Merci Elisabeth, et donc je passe la parole à Karim pour la suite de cet après-midi. Alors, on va continuer le programme. Elisabeth ne part pas tout de suite. Moi, j'avais quand même une question, parce qu'on a parlé du prix Nobel, mais il y avait quand même quelque chose d'important. Ce prix Nobel, c'est que c'est aussi un prix Nobel qui nous intéresse particulièrement. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus et l'expliquer en quelques mots pour nos jeunes auditeurs? Alors là, c'était les trous noirs hein, qui étaient à l'honneur cette année. Bien sûr, je n'en ai pas parlé aujourd'hui. Alors, il y a eu trois prix Nobel. Un prix Nobel anglais pour avoir bien compris les aspects théoriques, et puis les 2 autres personnes pour avoir détecté ce qu'on appelle le trou noir central de la galaxie. Alors là, on va rentrer un peu dans les détails. En gros, il y a 2 types de trous noirs. Des trous noirs distellaires, j'avais parlé des supernovas tout à l'heure, qui ont un petit résidu lorsque les étoiles massives explosent. On appelle ça une étoile à neutrons, mais lorsque les étoiles sont beaucoup plus massives, le résidu peut être un trou noir, qui est un objet relativiste un peu compliqué à comprendre, mais qui est un résidu d'étoiles massives, trou noir stellaire, on dit. Et puis, il y a un autre type de trous noirs, des trous noirs qui se trouvent au cœur des galaxies. On appelle ça des trous noirs supermassifs, et c'était l'objet de ces prix Nobel qui ont détecté le trou noir central de notre galaxie. Et la théorie consiste, ce Penrose en l'occurrence, à prouver que ces trous noirs étaient bien des produits logiques de déduction de la relativité générale. Donc c'est vraiment une grande joie pour les astrophysiciens que ces prix Nobel. L'année dernière, nous avions eu aussi un prix Nobel en cosmologie. La cosmologie est l'étude de l'univers en tant qu'objet. Ça montre bien que l'astrophysique et la cosmologie sont des disciplines en pleine expansion, contrairement peut-être à d'autres domaines de la physique où ça s'essouffle un petit peu, mais enfin nous on est en pleine expansion, et c'est je crois que c'est ce qui se traduit par ces prix Nobel. Voilà, sur les trous noirs cette année. L'année dernière, non seulement en cosmologie, mais aussi un trou noir pour la détection des premières planètes extrasolaires. Et les planètes extrasolaires aussi, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais bon, il existe beaucoup de planètes en dehors du notre système solaire. C'est une banalité que des planètes soient autour d'étoiles. Alors j'en profitais du coup pour faire de la publicité, puisque Monsieur Penrose, donc prix Nobel récent, il y a quelques mois maintenant, peu de temps, c'était quand était venu ici, oui. Début 2020, oui, juste avant le confinement, nous avions eu la chance pour une conférence assez technique, je dois le dire, de Monsieur Penrose. Nous avons, quant au sujet des trous noirs, en particulier du trou noir de notre galaxie, moi je vous encourage à aller regarder la vidéo de la récente Nuit Blanche de l'Institut astrophysique de Paris, où on avait beaucoup d'informations sur le sujet, un peu plus technique, mais accessible au moins, ou un peu plus grand que les enfants, parce que l'étude de la dynamique autour de ces trous noirs est un des sujets importants de notre institut. Comment on peut observer ces trous noirs en observant le déplacement des étoiles autour d'eux, et puis aussi, bien sûr, comment on peut utiliser donc les premiers trous noirs dont tu as parlé, ceux qui résultent de l'explosion d'étoiles ou de fusion d'étoiles à neutrons, pour faire des études sur les propriétés des galaxies, les propriétés de l'univers aux grandes échelles, et aussi comment on peut les détecter avec les ondes gravitationnelles. Et tous ces sujets ont été couverts lors de notre dernière Nuit Blanche.